européenne quitte l'Union au 31 octobre. On va faire un petit point sur ce sujet. Est-ce qu'il faut accepter encore un report? Est-ce que ce serait profitable au Royaume-Uni? Écoutez d'abord le point de vue de Boris Johnson. Pour lui, ça ne sert à rien de rester dans l'Europe et en plus, ça coûte cher. It costs £1 billion a month. It achieves absolutely nothing. What on earth is the point of further delay? I think it's totally pointless. I'd rather be dead in a ditch. Formidable expression anglaise. Jacques Isabello, ça vous... in a ditch. Comment est-ce qu'il le dit? I'd rather be dead in a ditch. The ditch. Voilà, et alors, il a raison, Boris Johnson? Écoutez, Boris Johnson, il a tous les défauts. Mais en tout cas, même si je suis totalement opposé à la sortie de ce pays que j'adore, qu'est l'Angleterre, de l'Europe, il poursuit ce pourquoi, finalement, les gens l'ont porté au pouvoir, même s'il n'a pas été élu, qu'il a été désigné par son parti, mais il a une cote incroyable. Il a une cote incroyable en Angleterre. Donc, il est assez cohérent par rapport à ce que les gens ont voulu faire. Et là, malheureusement, j'ai du mal à le dire, parce que, encore une fois, je dis, j'aimerais que l'Angleterre reste. La démocratie parlementaire anglaise, qui a tout inventé, ils ont même coupé la tête d'un roi pour ne pas avoir respecté ces grands principes-là, elle est minable. Elle est minable. Il n'arrive pas à construire une espèce d'union sacrée qui permettrait à un moment à de grands leaders comme Corbyn, les Lib Dem, les Écossais, de dire on impose un deuxième référendum. Je vous donne un exemple. En France, Rocard a construit quelque chose de magique. Quand il a été forcés de faire cet accord qu'on a appelé les accords de Nouméa, ils ont prévu 3 référendums organisés en Nouvelle-Calédonie pour être certains qu'on laisserait la Nouvelle-Calédonie sortir de notre giron ou rester. Eh bien, finalement, c'est quelque chose, absolument, et le prochain va avoir lieu l'année prochaine. C'est ce qu'il faudrait, enfin, je veux dire, on sait dans quel contexte, on ne va pas revenir dessus, on n'a pas le temps, cette élection a eu lieu, on connaît toutes les turpitudes, on connaît tous les désagréments qui vont s'opérer. Il faut essayer de s'unir et les leaders parlementaires ne sont pas à la hauteur. Après, Boris Johnson, il utilise tous les travers qu'on lui connaît, mais il fait ce que le peuple lui demande de faire. Et de ce point de vue-là, eh bien, il est assez cohérent. Du côté de l'Union européenne, on est un peu gêné aux entournures. On est prêt à accepter une espèce de compromis ordonné, un départ avec un accord, mais est-ce qu'on peut encore y arriver? C'est pas évident. Écoutez, Antti Rinne, je ne sais pas si vous connaissez Antti Rinne, figurez-vous que c'est le patron de l'Europe en ce moment, parce que c'est le Premier ministre finlandais et que c'est cet honorable pays qui assure la présidence de l'Union. We are ready for that kind of Brexit also. I hope that we can reach a situation where this can be sovereign so that there is no mess, but it seems not possible now. Bon, évidemment, il passe un peu moins bien à la télé que Boris Johnson, c'est pas un jugement sur le fond. Adrien Matou, les Anglais, après tout, ils ont décidé, ils ont voté, ils ont dit on s'en va dans le référendum. Ils ont d'ailleurs mis un parti pro-Brexit en tête aux élections européennes. Donc Johnson a raison ou bien il faut du temps? Je suis un peu partagé parce que je pense vraiment qu'un no deal serait une catastrophe pour le Royaume-Uni et pour les Européens. Donc, un départ sec, sans accord d'accompagnement. Ouais. Mais dans le même temps, je pense vraiment qu'il faut partir le 31 octobre, il faut que les Anglais partent, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, un pays que j'adore aussi, et qui, je pense, souffre vraiment de plusieurs médiocrités qui s'entremêlent. Parce que vous avez les hard Brexiters qui, dès le début, ont pensé que tout accord serait une compromission, ce qui me paraît être un peu rude. Vous avez les Remainers qui, alors pour le coup, je suis en désaccord avec vous, qui dès le lendemain du référendum n'avaient qu'une envie, c'est ne pas respecter le vote des Britanniques et faire voter une deuxième fois. Et vous avez les Européens qui, à mon avis, dans une attitude un peu infantile, en pensant que ça sauverait l'Union européenne de dissuader tout pays de sortir, ont vraiment forcé la main pour pas qu'il y ait le moindre accord satisfaisant pour les Britanniques. Donc je pense que toutes ces médiocrités additionnées arrive à cette situation d'aujourd'hui, mais je pense vraiment que Boris Johnson a raison de dire que le 31 octobre, il faut que les Anglais partent. A priori, ce sera sans deal, ce que vraiment je regrette pour le coup, mais les parlementaires sont tellement bornés, ils ont refusé tous les deals possibles et imaginables. Là, maintenant, ils ne sont pas sûrs s'ils veulent qu'il y ait des élections, donc je pense qu'on ira sur un no deal, malheureusement. Alors, qu'en pensent nos internautes? Eh bien, ils sont plutôt contre, même carrément contre, puisque 77% contre un report du Brexit. Faut-il encore en accepter
faut-il accepter un nouveau report du Brexit? C'est non à 77%. Nicole nous pose la question, ils peuvent reporter jusqu'à quand? Point d'interrogation. C'est une bonne question, Judith Veltroup. En fait, comme tout ça est inédit, on a du mal à savoir. Il n'y a pas de réponse. Jusqu'au dernier moment. Puisqu'il dépend de l'Union européenne de fixer une date limite, qu'elle l'avait fixée au 31 octobre. Vous vous rappelez, il y avait eu quelques tensions entre l'Allemagne et la France, entre Angela Merkel. C'était au 31 mars. Voilà. Oui. Entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, lui était partisan de fixer une date ferme et de s'y tenir. Donc en fait, il n'y a pas de date. Mais la question, c'est on ne voit pas ce que le temps changerait à l'affaire. Les positions ont l'air complètement figées de part et d'autre. Sauf s'il y a les élections. L'Union européenne avait proposé à Boris Johnson de lui soumettre ses propositions pour régler le problème de la frontière avec l'Irlande. Vous savez que la peur de l'Union européenne, c'était que l'Angleterre rétablisse une frontière physique et que la peur entre les deux Irlandes, entre les deux Irlandes qui restent au Royaume-Uni, et la peur. Et la peur de l'Angleterre, c'était pas une peur d'ailleurs, puisque c'était explicitement dit. L'Angleterre ne voulait pas être obligée, pour ne pas fracturer l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, de subir l'union douanière pendant encore 2 ans. C'était les termes de l'accord. Ça l'empêchait, disait Boris Johnson, de mener cette politique indépendante à laquelle vise précisément le Brexit. Or, l'Union européenne a dit à Johnson, faites-nous des propositions. Qu'est-ce que vous envisagez pour empêcher le rétablissement de cette frontière? Et Boris Johnson, de l'avis de tous les interlocuteurs qu'il a eus en Europe, n'a fait aucune proposition sérieuse. Donc tout ça est complètement bloqué. Comme il n'a pas, a priori, la majorité des 2/3 de la Chambre des communes qu'il lui faudrait pour dissoudre et provoquer des élections, il reste quoi? Il reste sa propre démission pour provoquer des élections. Ce qui est possible d'ailleurs. Ce qui est possible et ce qui même aujourd'hui a l'air le plus probable. Mais Corbyn, ce grand leader que vous citiez, qui est pour moi une abomination absolue, qui est le patron des travaillistes, le patron des travaillistes, antisémite et encourageant l'antisémitisme dans son parti, entre autres défauts. Je ne parle même pas de politique. Lui a très peur d'une élection, étant donné, évidemment, vous en parliez, la popularité de Boris Johnson. Et puis en plus, il ne sait même pas s'il est pro ou anti-européen, puisqu'il a changé plusieurs fois d'avis. Lui, il le d'avis. sait peut-être, mais nous, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas compris. Ils ont pris le cheval Remain, alors que Corbyn lui-même n'était pas du tout un européiste à la base. Un eurosceptique. Guillaume Bernard, au-delà de cet imbroglio auquel plus personne ne comprend rien, il faut être clair, peut-être même pas les Anglais eux-mêmes d'ailleurs, parce que ça évolue tous les jours. Est-ce que c'est une tragédie, ce qu'est en train de vivre la Grande-Bretagne? De manière plus générale, c'est une tragédie pour les Européens et pour les peuples européens et pour leurs relations avec le personnel politique. Parce qu'on a un spectacle depuis 3 ans, ça fait quand même 3 ans qu'il y a eu le référendum au Royaume-Uni, et ça fait 3 ans que finalement les hommes politiques ne sont pas capables de prendre une décision, soit effectivement d'appliquer la décision des citoyens britanniques, soit effectivement, comme ça a pu être proposé, de les faire revoter, comme on a fait revoter l'Irlande pour savoir si elle devait accepter ou non le traité de Lisbonne, comme on a fait revoter les Danois, je vous rappelle, quand même, pour le traité de Maastricht en 92. Bon, si vous voulez, on ne peut pas reprocher aux citoyens européens, aux citoyens des différents États européens et aux citoyens européens même de basculer dans le populisme quand on voit ce type de spectacle. Parce que finalement, d'ailleurs, c'est les Britanniques qui ont inventé le concept, on est parfaitement dans ce qu'on appelle la post-démocratie. Il y a toutes les apparences du système démocratique, des élections, des votations, et dans le fait, et dans la réalité, les choix, ce ne sont pas des choix politiques qui sont imposés par l'opinion publique, par les circonstances, ce sont des choix uniquement techniques entre ce qui est considéré par, alors on va dire les élites ou la technocratie comme étant les choix légitimes. C'est la gouvernance. C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le droit d'une certaine manière d'avoir une position qui va au-delà d'un certain nombre de possibilités de choix qui sont techniquement ceux que nous avons souhaités.
honnêtement, il faut évidemment que cette affaire se termine rapidement. C'est peut-être dommage que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, mais il n'empêche que si le Royaume-Uni ne quitte pas l'Union européenne, ça apparaîtra obligatoirement pour les Européens comme étant un déni de démocratie. Ça ne peut pas être interprété autrement. Et donc oui, je suis d'accord avec le fait de dire que c'est une tragédie. Tiens, Guillaume, on pourrait reprendre la citation, la fameuse citation de Churchill, en disant c'est soit le déni de démocratie, soit, et je pèse mes mots, la guerre. Si jamais l'Angleterre sort, ou si elle réinstalle cette frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, il y aura à nouveau une guerre. Il y a déjà eu des attentats d'avertissement. Les Écossais ont prévenu qu'ils demandaient à être rattachés à l'Europe. C'est-à-dire que mécaniquement, les Écossais engagent une sortie du Royaume-Uni et les Gallois, dont on ne parle jamais, feront de facto la même chose. Ça veut dire que ce grand pays de la démocratie et de la paix pourrait être une poudrière dans 1 an ou 2, si jamais ils sortent sans accord. Il y a des couples aux États-Unis qui ont divorcé à cause de ça. Il y a des familles, et ça n'est pas pour les gens qui connaissent les Anglais, ça n'est pas une. Les gens se déchirent entre eux. Moi, je connais des professeurs qui ont demandé, tenez-vous bien, la nationalité française pour ne pas vivre dans un pays qui refuserait l'Europe de cette façon-là. C'est un drame, ce qui se passe véritablement. C'est pas une raison pour donner à des rugbyistes la nationalité française. Oui, vous parliez de volonté c'est très sérieux. de sécession de l'Écosse pour rester dans l'Union européenne. Nicolas à ce Sturgeon sujet, voilà, vous pouvez prendre connaissance de l'interview donnée par la première ministre écossaise, c'est comme ça qu'on dit maintenant, au Figaro, sur ce sujet. Alors, si on considère, je sais qu'on peut en débattre, que Boris Johnson, dans sa façon de gouverner, est populiste, il y a une petite musique là qui dit en ce moment « Ah, mais les populistes, ils n'y arrivent pas. Regardez ce qui se passe en Italie, où Salvini a perdu le pouvoir, comme s'ils étaient incapables de gouverner. » Adrien Matou, c'est un reproche justifié? Bon, alors déjà, moi, je suis de ceux qui pensent que l'usage du vocable populiste en dit plus sur ceux qui l'utilisent que sur les gens qui le désignent. Donc, à mon avis, je crois que c'était Fukuyama qui disait les populistes, c'est un terme inventé par les élites pour désigner les politiques qu'ils n'aiment pas, quoi. Mais sinon... Dans ma bouche, pas forcément. Oui, bien sûr. Je vous accusais pas du tout, pour le coup. Ouais. C'est plus sur le... Il a dit tellement de bêtises, Francis. Ouais, c'est vrai. Non, mais sur Boris Johnson, je trouve ça assez étonnant. D'ailleurs, en France, dans les médias, il y a beaucoup l'angle Boris Johnson humilié. Boris Johnson, vraiment, c'est l'humiliation que lui infligent les députés. À aucun moment, la question de l'obstination déraisonnable des parlementaires n'est posée. Donc, je pense qu'il faut regarder dans chaque pays comment ça se passe. En fait, tout est généralement lié au système politique. Par exemple, Salvini, il est tombé parce qu'il a voulu enfoncer son avantage sur le M5S. Bon, ça lui est revenu dans la figure. Je crois que le M5S est aussi qualifié de populiste, mais apparemment, depuis qu'ils ont fait alliance avec le Parti démocrate, ils sont devenus un gentil parti de centre-gauche. C'est un peu étrange. Et quant à Boris Johnson, il arrive, il prend la suite de Theresa May, il a une majorité qui est déjà très fragile, elle bascule à 1 ou 2 députés près. Je pense que s'il gagne les élections, si des élections ont lieu, on dira moins que les populistes sont en grande difficulté. Il faut se méfier de... Comment dire, ce que les Anglais appellent wishful thinking.